préparant cette intervention, intitulée donc par les bons soins de la directrice scientifique de ce colloque, Le métissage des sources, présentation générale, je dois reconnaître que j'ai eu un certain moment d'abattement. Je me suis sentie dépassée par l'ampleur de la tâche. Alors dépassée par l'ampleur des expressions de ce métissage des sources, par l'ampleur des sources impliquées dans ce métissage, par l'ampleur de la doctrine, des publications sur le sujet, et par l'ampleur donc de l'exercice. Alors pour tenter de dépasser ce moment d'abattement, il m'a semblé qu'une présentation centrée autour du thème, alors non pas de l'abattement, mais du dépassement, parce que sinon ça va, pouvait me permettre justement de dépasser les difficultés de l'exercice. Alors le dépassement, ce serait donc ce terme de cette introduction générale, cette action d'aller au-delà des limites, au-delà des frontières, au-delà des possibilités. On comprend immédiatement qu'il va y avoir des questions d'aspect positif de ce dépassement, se dépasser, et puis des questions négatives, jusqu'où aller dans ce dépassement et les limites qui sont enfreintes lors de ce dépassement. Alors, ce dépassement, c'est d'abord celui réalisé par les acteurs du métissage des sources. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de traiter du phénomène particulièrement prégnant en droit international des droits de l'homme, phénomène qui a relancé la problématique et les débats relatifs à la soft law. En effet, les organes internationaux de protection des droits de l'homme, alors j'utilise une terminologie très large puisque ça va d'organes thématiques qui vont être abordés tout à l'heure à ces 3 cours régionales de protection des droits de l'homme, et forcément les problématiques associées ne sont pas les mêmes. Donc ces organes internationaux relatifs aux droits de l'homme, entendus au sens large, au premier rang desquels se trouvent donc ces 3 cours régionales, n'ont pas hésité, pour exercer leur mandat, à intégrer dans leur raisonnement des sources externes à l'instrument premier qu'ils doivent interpréter, sources qui, dans certains cas, peuvent être qualifiées de soft law. Alors l'expression la plus appuyée, la plus connue en la matière, c'est l'affirmation de la Cour européenne des droits de l'homme dans le célèbre arrêt d'Emir et Becara de 2008, affirmation de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui va préciser sa méthodologie quant à l'emploi de sources, alors je vais qualifier d'externes à la Convention européenne des droits de l'homme, et qui précise que, donc je cite, « Quand elle définit le sens des termes et des notions figurant dans le texte de la Convention, elle peut et doit tenir compte des éléments de droit international autres que la CEDH, des interprétations faites de ces éléments par les organes compétents et de la pratique des États européens reflétant leurs valeurs communes. » Ces éléments vont permettre à la Cour d'identifier un consensus, alors basé sur des instruments internationaux qui vont s'ajouter à un consensus identifié au regard de la pratique des États. Et, point très intéressant pour notre colloque, la Cour va continuer sa réflexion et affirmer que dans la recherche des dénominateurs communs parmi ces normes de droit international, elle n'a jamais distingué entre les sources de droit selon qu'elles avaient ou non été signées et ratifiées par le gouvernement défendeur. Et elle va appliquer cette démarche en l'espèce, puisqu'en l'espèce, il s'agissait de l'interprétation de l'article 11 de la CEDH relatif au droit à la liberté d'association et de réunion. Et la Cour européenne des droits de l'homme, pour identifier pour fonder le droit de fonder les syndicats appuyés sur l'article 11 de la CEDH, la Cour va se pencher sur des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par la Turquie, État défendeur, mais aussi sur des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne et les interprétations du Comité européen des droits sociaux en la matière. Or, si la Turquie était bien partie à la Charte sociale européenne, elle n'avait pas accepté ces articles en question, parce que c'est un traité à la carte, et la Cour s'était aussi appuyée sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, l'arrêt date de 2008, donc c'est avant que cette charte se voit reconnaître la valeur juridique obligatoire et l'inscription dans le traité de Lisbonne. Et de toute façon, en tout état de cause, la Turquie n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, cet arrêt d'Emir et Becara, c'est le sort de coming out de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette pratique. Les autres juridictions, les autres commissions, organes thématiques et autres ont pu appliquer la même démarche sans toujours affirmer aussi expressément la méthode. Et je vais revenir tout à l'heure, peut-être qu'ils n'affirment pas la méthode pour éviter aussi la critique et garder à la méthode, au recours à ces sources, éventuellement de soft law, ces sources externes, toute sa souplesse. Alors,
L'attention portée à ces sources de soft law, à la soft law, donc notamment lors de l'interprétation de ces conventions relatives aux droits de l'homme, s'inscrit donc dans un phénomène plus large, et les expressions ont été nombreuses utilisées par la doctrine pour qualifier le phénomène. Ça peut aller de l'interprétation normative à la combinaison normative, en passant par le dialogue des juges, l'interprétation croisée, le cosmopolitisme normatif ou le métissage juridique. Alors, le terme, tous ces termes, et celui de métissage des sources, donc utilisé ici, eh bien, cherche à souligner deux éléments. Souligner d'une part que le phénomène constaté dépasse le cadre normatif, classiquement envisagé de l'interprétation, et d'autre part que le résultat, en fait, du métissage, justement, va dépasser le cumul, la simple addition des sources qui sont impliquées dans le phénomène. Alors, de quelles sources s'agit-il? Quelles sont les sources qui sont impliquées dans le métissage des sources? La difficulté de l'exercice qui m'a été proposé, c'est la diversité justement des organes impliqués. Alors, le plus simple, si je réduis le cadre, il y a le phénomène le plus prégnant et la source impliquée, c'est la source conventionnelle si le mandat est appuyé sur une source conventionnelle. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme interprète la CEDH ou le Comité des droits de l'homme des Nations unies interprète le pacte et va regarder ailleurs. Donc la première source, c'est la source, à ce moment-là, conventionnelle, la source objet de l'interprétation. Ensuite, vont être mobilisées plusieurs sources qui seront éventuellement qualifiées de soft law. Et ici, la doctrine a pu essayer de signaler que peuvent être utilisées des sources de soft law instrumentales, soft law textuelles. À ce moment-là, les recommandations, les guides interprétatifs, des résolutions non contraignantes. Éventuellement, on pourrait ajouter ici la soft law nationale. Allant d'ailleurs dans une démarche très large, certains, pour les besoins de l'exercice, peuvent imaginer qu'on implique ici aussi et qualifie de soft law des instruments conventionnels, mais non ratifiés par l'État défendeur ou les États impliqués dans l'exercice. Ça semble très large, mais c'est vrai que ça permet aussi peut-être de dynamiser la question. En parallèle, les autres sources qui sont impliquées dans la démarche, ce sont les constatations, les décisions qui sont adoptées par des organes qui ne sont pas des juridictions et qui sont intégrées au raisonnement de l'organe qui fait le métissage, qui pratique ce métissage des sources. Et ces interprétations pourraient être, elles, qualifiées par certains, de soft law jurisprudentiel. C'est vrai que je ne suis pas toujours particulièrement convaincue, mais on voit bien qu'on comprend là aussi que ça ne liait pas, en tout cas à l'origine, le destinataire à la fois de l'interprétation croisée et l'État en question. Donc c'est ainsi que des mécanismes de suivi qui peuvent exister dans le domaine du droit international des droits de l'homme, qui prennent la forme de surveillance, de contrôle, de divers types d'instruments, eh bien, pourraient être impliqués dans le métissage des sources à double titre. D'une part, par leur production de normes de soft law, qui d'ailleurs peut être une production, alors, par le biais d'observations générales ou l'examen de communication, ils vont créer de la soft law en utilisant éventuellement de la soft law dans le raisonnement. D'autre part, autre niveau d'implication de ces acteurs, lorsque leur production, au sens large, va être utilisée à l'appui d'autres interprétations. Alors on le voit ici, si on part sur ces approches larges des sources, au final, il ne reste pas grand-chose qui ne serait pas qualifié de soft law dans le métissage des sources. Alors, on peut se rassurer immédiatement parce que quand on regarde la pratique en fait, des auteurs, des acteurs du métissage des sources, eh bien, ils prennent rarement soin de préciser qu'ils impliquent des normes de soft law, de la soft law. Donc au final, on peut identifier le phénomène éventuellement sans le qualifier puisque les acteurs ne le qualifient pas. Alors, c'est vrai que Anka nous a dit hier que c'est la doctrine derrière qui cherche à identifier le phénomène, qui cherche à le qualifier, qui cherche à s'amuser avec les concepts. Elle peut alors à ce moment-là se poser la question de savoir si soft law sur soft law vaut ou ne vaut pas. Et en face, par contre, les États, eux, ne rient pas toujours puisqu'ils peuvent, par cette démarche, se voir appliquer un appel à des sources externes qualifiables de soft law, un appel qui ne serait pas toujours superfétatoire et un appel parfois donc déterminant pour le raisonnement qui aboutit à une démarche
dans laquelle l'organe d'interprétation, notamment la juridiction, va lire une convention à l'aune d'éléments qui n'étaient pas prévus à l'origine, pas prévus par l'État, et peut-être même imprévisibles dans la démarche. Ce sera l'objet des développements qui vont suivre. En effet, je propose d'aborder la question sous l'angle, premièrement, du constat. Le constat, c'est le dépassement du cadre conventionnel de l'interprétation. Et, deuxième point, une attente, alors peut-être une attente irréaliste, mais savoir s'il est possible de dépasser les incertitudes associées à la démarche de métissage des sources. Alors tout d'abord, pour commencer, le constat, le dépassement du cadre conventionnel de l'interprétation. Le dépassement de ce cadre conventionnel, alors vous l'avez compris, pour aborder le cadre conventionnel, il faut qu'il y ait une convention qui fixe le mandat, ce qui n'est pas le cas pour un certain nombre d'organes qui sont aussi impliqués dans la démarche, mais alors du coup c'est quand même plus clair, et en plus, c'est vrai que les effets aussi sont différents. Les organes conventionnels qu'on pourrait qualifier de non juridictionnels, les trois cours régionales n'hésitent donc pas à intégrer dans leur raisonnement des instruments externes, qualifiables donc de soft law. Et ici, si on peut identifier parfois un ancrage conventionnel à la démarche, eh bien, pour autant, il y a souvent un dépassement du cadre conventionnel en la matière. Alors, dépassement du cadre fixant le mandat en fait, de l'organe qui est impliqué. On peut, quand on se tourne vers les conventions de protection des droits de l'homme, alors la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, sont des conventions qui vont fixer la compétence de la Cour pour l'interprétation de la convention en question. Par contre, on trouve dans le système africain les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui vont offrir des directives d'interprétation assez larges à la Commission africaine des droits de l'homme, puisque selon l'article 60 de la Charte africaine, la Commission, je vous lis le début, s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des différents instruments africains relatifs aux droits de l'homme, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que, donc, je souligne, des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies, dont sont membres les parties à la présente Charte. Et l'article 61 de la Charte va continuer par moyens complémentaires d'interprétation. Il existe des bases, mais on voit bien que c'est pour viser des instruments qui seraient contraignants pour l'État, en tant qu'État partie en fait, à ces conventions. Pour autant, la Commission africaine, c'est là que je suis sur ce dépassement en fait, du cadre conventionnel, même quand il y a des prévisions textuelles, la Commission n'hésite pas à utiliser et à évoquer les articles 60 et 61 de la Charte pour invoquer des éléments qui ne sont pas cités dans ces articles. On pense notamment ici au droit onusien déclaratoire, puisque sa préférence va quand elle se tourne vers le droit onusien, vers le droit déclaratoire plutôt que le droit onusien conventionnel. Et donc là, on voit qu'il y a un dépassement des prévisions. D'ailleurs, pour venir sur la Cour africaine des droits de l'homme, les articles 60 et 61 ne sont pas repris dans le protocole de 2004 qui porte création de la Cour africaine. Pour autant, la Cour africaine a un mandat assez large puisqu'elle a, nous dit le protocole, compétence pour interpréter la Convention et tout instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifié par l'État concerné. Et la Cour africaine faisant un mixte à la fois des articles 60 et 61 qui ne la visent pas, de ces dispositions du protocole de 2004, va aussi rentrer dans une démarche très large. Son premier arrêt, par exemple, l'arrêt de 2013, Ntikila contre Tanzanie, dans ce premier arrêt, la Cour africaine va faire référence à la jurisprudence de la Cour interaméricaine, de la Cour européenne, du Pacte sur les droits civils et politiques, et à une observation générale du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, est-ce que tout ça est qualifiable de soft law? Est-ce que l'observation générale, c'est parce qu'elle est liée en fait, au pacte qui lie les États? Et puis, quand on voit une ouverture vers la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce phénomène de métissage des sources, il y a une dynamique constante et ça ne s'arrête jamais, puisque la Cour européenne et la Cour interaméricaine, elles-mêmes, dans leurs arrêts, et c'est parfois souligné lorsque la jurisprudence est reprise, vont se référer à de la soft law, donc qui va les avoir inspirés pour identifier et faire évoluer la lecture de l'instrument conventionnel.
Alors, pour respecter le temps imparti, je ne vais pas évoquer l'autre problème d'interprétation du droit conventionnel. Il existe des directives, des règles d'interprétation posées, inscrites notamment aux articles 31 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Je laisserai la parole tout à l'heure à mon collègue de gauche qui nous expliquera que là aussi, il y a un dépassement en fait, de ces règles d'interprétation. Je passe immédiatement aux deuxième partie de la question. Est-ce qu'il peut avoir ici, en la matière, eh bien, la possibilité d'une attente, éventuellement déraisonnable, c'est le dépassement des incertitudes. Et elles sont nombreuses, ces incertitudes, au regard du métissage des sources. On a tout d'abord des incertitudes relatives à la mise en œuvre du métissage. Le métissage des sources est-il systématique? Alors, sur des périodes, la tâche est difficile, mais sur des périodes particulières, on peut voir par exemple la Cour interaméricaine, systématiquement, dans tous ses arrêts et ses avis, a pu se référer à des sources, alors je vais qualifier d'externes, pas toujours de soft law, voilà, la question se pose. Est-ce que si ce métissage est simplement occasionnel, quel est le facteur déclenchant? Est-ce que c'est l'attitude du requérant, de l'État défendeur, qui peuvent eux-mêmes invoquer de la soft law pour interpréter la convention en question? Est-ce que la démarche, l'ouverture vers ces sources de soft law s'explique par la volonté de donner une audience particulière, en fait, à la démarche d'interprétation elle-même? Ensuite, autre question relative au choix des sources impliquées dans le métissage. Alors, c'est la question du choix, du cherry picking, l'organe qui va choisir les cerises qui vont lui plaire le mieux, donc dans une approche utilitariste à ce moment-là. Est-ce que certaines sources sont incontournables dans le métissage des sources? Là, on voit bien que la question va être liée à quel est l'usage, quel est l'objectif qui est visé, quelle est la démarche en fait, de ce métissage des sources. Ce n'est pas la même chose quand la Cour européenne des droits de l'homme va lire l'article 11 et identifier dans l'article 11 un droit particulier, ou lorsque la Cour interaméricaine en 2014 va réaffirmer l'importance du droit à la vérité en se référant à des sources externes, mais on le voit, c'est pour une affirmation peut-être un peu en dehors de la déclaration et de la question principale sous examen. Ça ne va pas enrichir en tant que tel, par toujours, la convention sous examen. Quel est le choix? Est-ce que le choix, c'est une proximité institutionnelle? Est-ce que c'est une proximité géographique, c'est-à-dire la petite Europe ou la grande Europe? Le cadre interaméricain, le cadre africain? Est-ce que la circulation, à ce moment-là, va vers du niveau universel, vers le niveau régional et réciproquement? Quels sont les croisements entre les sources régionales de soft law? Est-ce que la soft law est cumulée? Alors, cumulée avec de la hard law. Est-ce que les sources de soft law sont elles-mêmes cumulées? On a pu voir, donc il y a l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Goodwin contre le Royaume-Uni sur le transsexualisme. La seule source qui est invoquée en source externe, c'est cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, à ce moment-là, n'avait donc pas cette valeur contraignante. Là, on a un revirement de jurisprudence basé sur une seule source de soft law externe au système même, au Conseil de l'Europe, dont fait partie la Cour européenne des droits de l'homme. Ça pose la question de la place de ces sources dans le revirement de jurisprudence. La réciprocité aussi. Est-ce que la réciprocité a une place à jouer dans la prise en compte de tel type ou tel autre type de normes de soft law? Au final, en dernière question, est-ce que le métissage des sources va permettre de dépasser les effets limités de la soft law, ou est-ce que maintenant, dans l'adoption des règles de soft law, c'est déjà pris en compte cette idée que cette norme de soft law va servir à autre chose qu'à être la soft law en tant que telle, et va être impliquée dans ce phénomène de métissage des sources? Et est-ce que de tout ça va ressortir l'émergence d'un droit commun? Donc droit commun, par exemple, de ce qu'est le droit à un procès équitable, et droit commun, alors on a parlé d'un continuum normatif, ici on pourrait se poser la question d'un continuum opérationnel sur les sources elles-mêmes. Alors, pour conclure, si le métissage des sources est un phénomène dont les exemples sont particulièrement nombreux, les questions juridiques qu'il soulève le sont encore plus. Or, même si ce métissage va permettre, globalement, de renforcer l'efficacité et l'effectivité du droit international des droits de l'homme, ce constat, même s'il doit être souligné, ne permet pas à lui seul de dépasser l'ensemble de ces interrogations. Je vous remercie.